Bonjour, je me présente, je m'appelle Mishka Lavigne, je suis la directrice de la collection Vertige Traduction aux éditions L'Interligne et je vous présente une discussion bilingue autour de notre nouveau titre pour parler d'écriture et de traduction. J'aimerais d'abord commencer par reconnaître l'appui du Conseil des arts du Canada par le biais du programme de traduction pour la création de cette discussion aujourd'hui. Alors, la collection Vertige Traduction aux éditions L'Interligne, c'est une collection qui présente des traductions d'œuvres canadiennes, des romans et des nouvelles. Le deuxième titre de notre saison littéraire 23-24, c'est une traduction du roman The Pump de Sidney Hegele, publié en 2021 chez Invisible Publishing. La traduction en français, Le Marais, est signée par Mackerel et la traduction sera disponible dès le 6 mars en librairie. Alors, avec moi aujourd'hui, l'auteuresse de The Pump, Sidney Hegele. Sidney Hegele is the author of The Pump at Invisible Publishing in 2021, the winner of the 2022 Relit Literary Award for Short Fiction, and a finalist for the 2022 Trillium Book Award. Their novel Birdsuit, forthcoming with Invisible Publishing in the spring of 2024, and their essay collection Bad Kids is forthcoming with Invisible Publishing in the fall of 2025. They live with their husband and French bulldog on Treaty 13 land in Toronto, Canada. Nous sommes aussi avec la traductrice Mackerel. Mackerel est une écrivaine multilingue, artiste visuelle, performeur, éducatrice et traductrice littéraire d'origine mauricienne qui croit en l'amour, la justice et l'émancipation individuelle et collective. Sa pratique brouille les frontières des pratiques artistiques traditionnelles afin de créer des espaces esthétiques d'où les vocabulaires décoloniaux et queer trans peuvent émerger. Elle est l'auteuresse du recueil de poésie lyrique Hommes-Femmes à Metonymy Press en 2020 et de l'album jeunesse Indrazal et la quête de l'océan aux éditions Kata en 2023. Elle a traduit de l'essai, de la fiction et de la littérature jeunesse, dont les œuvres des auteuristes LGBTQ+, Valerie Ba, Kai Cheng Tom et Vivek Shraya. Donc, on va commencer avec une première question pour Sidney. What was your inspiration for this book? So this book is a book of stories that all take place in the same town, The Pump, in Southern Ontario. So we meet animal, body horror, magical realism, gothic elements, violence, and secrets. So where did all of this come for you? I mean, it's definitely interesting how the surrealist, magical realism sort of elements are often focused on in the book, because I find that Southern Ontario small towns sort of have a lot of domestic, everyday, hidden horror, just sort of under the surface. Something about a small town that I really found, particularly growing up in a small town in Southern Ontario as a queer person, as someone who lived below the poverty line, was this odd dissonance between the way a town projects itself, particularly as this place of peace and traditional values, and this image of suburbia and a place to retire beside this beautiful shining Lake Ontario and all of these sorts of things, when just beneath it, the reality for a lot of people in small towns is not quite what is shown. So I definitely was inspired by the ways that I could creatively expand upon and creatively represent the horrors in the small town Canadian experience.
in the way that sort of revealing the horrific reality that has always been there for so many people, but sort of hidden behind this pastoral Canadian novel canon that is, for so long, has been said to represent what life is supposed to be like in so-called Canada, just idyllic and beautiful, and you are one with land and one with nature, and you have dominion over it, which is just such a white colonial settler perspective, as it isn't even our land to begin with. So I really, through like very interpersonal small town experiences, plus this desire for the land itself to actually have an opportunity to answer when violence is inflicted upon it. What would our land say if it could, after so much destruction, so much violence, so much environmental violence and literal displacement and genocide of other people? Like how would our idyllic pastoral Canadian landscape respond? And those were sort of the main inspirations, I would say. I grew up in a small town too, as well, in Western Quebec. And there is something that struck me in the Pump is the idea that you have some repeat characters throughout the stories. And this is a sense that I got from growing up in such a small town, as well, as the idea that everybody knows everybody and everybody knows everybody's secrets and everybody's like business. And I got that sense very much from the Pump. It feels oppressive in itself, and throughout this, this beautiful pastoral environment, like you say. And Southern Ontario has, a lot of tourists, a lot of pretty things, and cottage country and everything, which gives you this sense of, it feels oppressive in a beautiful way. So that struck me very much in the Pump when I read it as well. So thank you. Une première question pour Kama maintenant. Comment s'est passé le processus de traduction pour toi? Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues vraiment te chercher, ou des choses qui ont rendu ton travail plus intéressant? C'est sûr. Je tiens à commencer en remerciant à la fois Sydney et les éditions Interlignes de m'avoir fait confiance avec cette traduction. En fait, moi, je dis souvent que j'ai un peu tendance à dire que la traduction, c'est pas ma job, dans le sens que j'ai ma job d'artiste. Donc, quand je prends un projet de traduction, pour moi, c'est toujours vraiment un ouvrage d'amour. Il faut vraiment que j'ai cette sensation que je lis quelque chose et que pendant à peu près 1 an de ma vie, j'ai envie de vivre dedans. Donc pour moi, je pense qu'il y avait déjà, à la première lecture de The Pump, quand je l'avais lu en anglais, il y avait tellement qui me parlait dans ce monde, en fait, dans cette petite ville. D'ailleurs, petite anecdote, quand moi, je suis arrivé au Canada en 2008 et mes 3 premières années, j'ai vécu à Peterborough, dans l'Ontario. Donc, j'ai aussi l'expérience. Et tout ce dont je me rappelle de Peterborough, la première chose qui m'a frappé, c'était l'odeur de la rivière du Otonabee River qui passe à travers Peterborough. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose déjà à ce niveau-là, moi, qui m'a parlé au niveau très personnel. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi dans une traduction littéraire, c'est vraiment de voir où est-ce qu'il y a un jeu dans le langage, en fait. C'est quoi le jeu du langage? Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort. À la fois, je pense que ce qui m'a stimulé pour aller vers la traduction, et ça représentait aussi la difficulté ou les multiples difficultés ou challenges qui sont intéressants dans la traduction.
dans ce sens-là, parce que je trouvais qu'il y avait, déjà, il y a tout ce monde. Moi, la partie de créer, traduire, recréer cet univers qui est cette petite ville, qui est vraiment très ancrée dans l'horreur comme genre. Ça, pour moi, c'était parce qu'en général, moi, je lis pas d'une manière générale, je lis pas beaucoup l'horreur comme style littéraire, mais il y avait ça qui m'intéressait beaucoup déjà. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le processus de me dire perpétuellement, est-ce que je suis capable vraiment de reconstruire cet univers dans une autre langue? L'autre partie qui, pour moi, m'a parlé, était à la fois un challenge, mais aussi était un beau challenge. C'était, il y a toujours quelque chose, pour moi, quand je traduis une littérature queer de l'anglais au français, sachant que on est outillé différemment dans la langue française, dans le sens que la langue française est tellement plus genrée, alors qu'il y a tellement de personnages en anglais qui sont, tu sais, où on se sert du pronom they, them déjà. Donc, de pouvoir, pour moi, il y a quelque chose de fort dans la traduction quand qui me permet en fait c'est un peu une expansion de la langue française. C'est parce que j'essaie de jouer dans la langue française en dehors des codes plus dominants, normatifs. Et j'ai beaucoup apprécié ce processus éditorial, justement, en travaillant avec toi, Mishka, et avec Interli, où j'avais cette liberté, justement, de pouvoir jouer, de pouvoir pousser dans les pronoms. Par exemple, tu sais, on ne se sert pas du masculin qui l'emporte au pluriel dans le livre, on se sert du yel au pluriel, par exemple. Donc, il y avait aussi ces petits éléments, moi, que j'ai trouvé très intéressant de pouvoir ramener ça dans le français. Et l'autre petit truc qui m'a plu aussi, c'était aussi tout juste les petites références déjà à la francophonie qui existaient déjà dans la version anglaise. En particulier, je pense à Malaudan, l'histoire, le récit Malaudan, la nouvelle Malaudan, où la première fois que je l'ai lu, où je me dis, ah, mais ça saurait faire déjà au monde francophone. Donc, comment par la suite ramener quelque chose qui est déjà ancré dans une francophonie en anglais, en français, mais le rendre quand même distinct. Donc, ça, c'était aussi d'autres petits challenges que j'ai trouvé intéressants. Puis il y a ça aussi dans ta traduction qui est très intéressant, justement ce passage-là à une langue non genrée, pas nécessairement une langue épicène, mais une langue non genrée, où on a vraiment fait le choix de garder cette langue-là dans un domaine non genré pour beaucoup de personnages qui sont pas nécessairement spécifiés en anglais. Puis où en français, on aurait peut-être eu tendance à vouloir demander à l'auteuriste, masculin et féminin, ce médecin-là qu'on mentionne juste une fois dans une phrase. Donc, de vraiment faire le choix de dire non, tous ces personnages-là sont non-genrés. C'est vraiment un travail méticuleux que Kama a fait et qui rend, selon moi, le livre très intéressant à lire, vraiment. C'est un bon choix. J'étais très contente d'entrer là-dedans avec toi. Une question pour vous deux, so a question for the both of you. Donc, il y a eu beaucoup de collaborations entre vous lors du processus de traduction. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous pensez que cette collaboration a amené la traduction plus loin? So there was a lot of collaboration between the two of you for the translation process. So how did that take place? How did this happen? And do you feel like this collaboration brought the translation further? Would you like to answer first, Kama, or should I? Sure. I absolutely loved the process. So This was your first time being translated as well. This was my first time being translated, and it was incredibly exciting, but incredibly nerve-wracking going into it, just because I went into it having the background of having grown up in a French Canadian home, knowing sort of the French Academy translation difficulties when it came to queering language specifically. And I had already done so many sort of little
tricks and plays of things in language, the gender neutral pronouns first and foremost, but as Cam and I sort of discovered through rereading and going through sentence by sentence, clause by clause, I tend to say words and phrases and sentences with alternative meanings behind them, automatically sort of speaking, saying things, but with a lot of empty space and implication between phrases and ideas, because I've always really seen my readers as co-collaborators in the writing process and in the process of perpetually forming what the book means for everybody. So going into it, I was certainly nervous about these things, but Kim is just so wonderful, and they are not only just so smart and joyous and wonderful, but every word and every idea was given not only attention, but most importantly and most touching to me, it was given care and intention. And I think a lot of queer authors and writers, and a lot of authors and writers on the margins specifically, feel as though editing and even translation can sometimes become an act of violence upon their work, right? Translation, much like in R.F. Kuang's book, Hegele, can be whoever is translating has the power to redefine what a story means and what certain ideas mean. And for so long, I think, particularly in the Western canon, translation has been used as a tool of violence and censorship and rewriting people's narratives and lives, and then sort of regurgitating what is true for the white Western settler canon, which is often straight, often doesn't tell the full story. And the book being so much about that, it was so important to me that Cam and I were really able to go through every idea, every character. They just asked me so many questions about intent, so many questions about meanings and ideas, and we went through several options of different meanings of words and different structural things, because I really care about musicality and rhythm of sentences and things like that as well. And so I think when you are able, as a queer author, to have a queer translator, there is something so rare and special that happens, where rather than an act of the story being once removed through this Western canon, like straight lens, the story then is able to become something completely different, but also exactly the same at the same time. It's like, in its queerness, it's transformed and becomes something bigger and more beautiful for access, like to give access to more people, particularly those who will be reading the book in French. And so it's just really exciting that with this translation, the Pump has been able to transform into even more
of the vision and hope I had for it before I could even put words to that vision and hope. That's great. Kamal, de ton côté? Thank you, Sydney. La question, c'était la collaboration. Oui, la collaboration. La collaboration. C'est intéressant parce que pour moi, je pense que quand dans la première phase, dans les premiers mois ou quand je travaille une traduction, je reste beaucoup dans le texte. Dans le sens que pour moi, je suis toujours avec la question de c'est quoi l'intention du texte. C'est avant d'avoir accès à l'autorisme. Je reste beaucoup donc je reste vraiment, tu sais, pour moi, c'est vraiment une lecture. Tu sais, il y a Gayatri Spivak qui te dit que literary translation is the most intimate form of writing. C'est donc pour moi, il y a cette intimité qui se développe avec le texte où à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi l'intention du rythme? C'est quoi l'intention de l'image? C'est quoi l'intention du mot? Ça va au-delà de la sémantique, mais aussi, comme Sidney le disait, c'est quoi l'intention de tout ce qui est caché en dessous, ce qui est sous-entendu. Donc, j'ai d'abord travaillé de cette manière, tout juste parce que je voulais vraiment être complètement dans le texte. Et ensuite, une fois que j'avais fait cela, c'est là que j'ai ouvert la conversation avec Sydney, où on a commencé à en discuter aux différents choix, parce que aussi, il y a des moments où je me dis, j'ai l'impression que c'est ça l'intention du texte, mais je ne sais pas c'est quoi l'intention de l'autoriste. Et là, ça devenait une conversation qui vraiment devenait très, très riche, très intéressante. Je pense qu'il y a quelque chose que Sydney a déjà mentionné dans cette relation qui est proprement tu sais, quand on parle de queering, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très ancré dans le relationnel. C'est très, c'est une culture, une manière de faire, une forme d'éthique qui est ancrée aussi dans dans le relationnel. Et comment est-ce qu'on tisse des relations? C'est quoi les valeurs qu'on ramène à cette relation? Et pour moi, j'ai cette relation au texte déjà. Tu sais, en tant que traductrice, quand je suis avec le texte, pour moi, c'est important de ramener cette valeur dans le sens que si je suis pas en train de produire quelque chose, il y a quelque chose de sacré perpétuellement dans le processus d'un côté. Et ensuite de pouvoir, parce que c'est pas toujours en tant que traducteur et traductrice qu'on a accès à l'autorisme. Et ça, ben, tu sais, j'ai vraiment apprécié la générosité de Sydney quand j'étais du genre, est-ce qu'on peut avoir des conversations? On est dans deux villes différentes, mais on peut faire ça sur Zoom. Est-ce qu'on peut avoir des conversations tu sais, pour en parler? Et Sydney qui a été d'une générosité, justement. Et ça n'arrive pas toujours dans le processus de traduction. Et pour moi, il y avait aussi quelque chose, justement, dans cette interaction entre nous deux qui était aussi, qui était très, très queer, mais aussi qui était playful par moments. Donc, tu sais, il y avait une manière où on apprenait à se connaître. À la fois comme des personnes queer, mais aussi comme des êtres littéraires. Et ça, j'ai trouvé ça très, très riche. Pour moi, c'est au-delà du Marais, du livre qu'on aura entre nos mains. Pour moi, c'est aussi une relation qui humainement m'a permis de grandir. Et ensuite, pour l'anecdote marrante, c'est que moi, je n'ai pas grandi au Canada. Je suis arrivé au Canada à la mi-vingtaine. Donc, ce qui fait que souvent, il y a des petites références que je ne comprends vraiment pas. Où je suis genre, mais c'est quoi ce petit joujou dont tu parles? Pourquoi est-ce que ce père, tu sais? Et ça aussi, c'était des moments aussi quand même très cute et intéressants et marrants où je suis du genre, j'ai essayé de voir sur Google et j'ai aucune référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a aussi des moments marrants comme ça. Je me rappelle une instance en particulier où il y avait une espèce de petite poupée que Sydney a imprimée pour me montrer. voilà la référence pendant nos conversations. Donc, ouais, il y avait aussi quelque chose de vraiment de playful dans la relation qui m'a beaucoup plu. Et qui, forcément, a contribué à mon processus dans la traduction. Oui. Oui, puis c'est vraiment une joie aussi de traduire des auteurs vivants, de pouvoir avoir cette relation-là, que la traduction soit quelque chose de vivant, de quelque chose qui se transforme au contact de l'auteuriste, au contact justement de son univers, de son passé, des jouets d'enfance qui l'ont obsédé et tout. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant d'en traduire des auteurs vivants. Moi, j'ai traduit quand même plusieurs auteurs décédés dans les dernières années, puis ça donne quelque chose un peu
on a l'impression que c'est un peu artificiel. On fait des choix où on se dit, ah, j'aurais vraiment voulu poser la question. Donc, il y a quelque chose de vraiment bien avec traduire des auteurs vivants. Ça change beaucoup l'objet après ça de la traduction. So a question for Sydney. So oftentimes while authors are being translated, and especially you for the first time, you can gain a new perspective on your work from the questions that are brought in by the translator. So it's very detailed work. It's a labor of love, like Kama said. So sometimes you need to answer these questions that are very precise, and that can open some new perspectives. So did that happen for you? Absolutely. I encountered quite a few moments, I think, as Kim just talked about, both funny and very eye-widening for me. The first being that so many of the references I make to childhood-related things, like TV shows and toys in particular, I tend to mention a lot of toys in my work, probably because just so much of my work has to do with childhood nostalgia at certain points. And so we found rather quickly that I had to kind of present the different toys like a Rainbow Streamer Skip It and Cabbage Patch Kids and sort of explain what they were, having not realized that they weren't as popular sort of across the country. And I think that that's a really interesting and important thing to be thinking about, because so much of small town isolation in the way that we think about it is the people inside are being kept from a perspective of the outside world, and it's a stifling inward. But it's also, I think, equally, if not more, harmful when those in the isolation thus see their small town as the center of the universe, where everything kind of revolves around your reality in your small town as the only reality. And that can be particularly harmful in rural small town Ontario, where the majority of families and townspeople in certain towns are white, and a lot of people are not speaking about things like class, even though class divides are very obvious. And just when we use that isolation as a means of just saying well, our reality must be the only reality out there. Our toys that we used in our childhood and in our small town are everybody's toys. I think I was definitely never trying to do that, as I tend to lean towards a sort of a hyper specific realist nostalgic experience with themes relationally that people can universally relate to. But I can certainly see, particularly in the Canadian canon, how easy it is, as someone who's white, as someone who's a settler, to say that my story, my version of the narrative of the land in Canada is the only one that exists out there. And so it's not only really helpful, I think it's incredibly vital and important work to be directly faced, even in funny, superficial ways, with the fact that things
will get lost in translation if I am steadfast in assuming that my experience was everybody's experience. Does that make sense? It does, but there's also I'm a big believer in the idea that the personal can be universal, that the intimate can be universal. And you speak of childhood nostalgia, and I feel like that is very personal. That is very intimate. But the main get that people see when reading about like these little toys, these little TV shows, or whatever it is, can still feel that sense of nostalgia, even if they don't know specifically what you're talking about. And I feel like this is conveyed a lot in the Pump. Some of the toys, I had to Google because I had like a vague idea, was it this thing? And then it was, and then I was like, oh, I remember that thing. But I never had it. I never possessed it. Yeah. So there was a sense that I could feel the nostalgia through it, but not necessarily my nostalgia, which is interesting to see. Like I'm a big believer in that, in the fact that the intimate can be universal. Absolutely. And I'll just quickly add that so much of what I tried to do with the Pump was this exploration of both private and public memory in a town, because not every event, including man-eating beavers, were taken from life, but quite a few of the events were. And a lot of it was this sort of self-processing of dissecting between, okay, what were collective sort of traumas or memories that I feel like as a town in this particular place we collectively sort of experienced? What were private, more domestic, intimate memories or traumas that I sort of experienced? What is the difference between who gets to decide like what perspective certain events are told from? Do I have a right to tell X, Y, and Z story? Do I even remember it accurately? Because just like so much of the Pump, memory is this muddy, swampy thing. So I think physically engaging in this work of collective memory processing, where Kim and I were able to go through and sort of like remember like what are the Cabbage Patch Kids, like it, things like that seem so simple, but are also physical representations and physical workings through of what I was already hoping to be doing. Une question pour Kama. Donc, tu es aussi auteuriste et artiste de performance. Tu as dit dans le fond que la traduction, c'est pas ton travail principal, mais que tu es toujours heureuse de rentrer dans une traduction. Mais est-ce que tu crois que ton bagage d'auteuriste, ton bagage d'artiste de performance, est-ce que c'est quelque chose qui aide ton processus de traduction? Est-ce que c'est quelque chose qui l'appuie, qui peut l'amener plus loin? Absolument, absolument. Ça nourrit énormément mon processus. Je pense qu'il y a une de mes particularités, c'est que moi, je traduis beaucoup dans l'oralité. Donc déjà, pour vouloir vivre dans un texte, il y a une attention. Un peu plus tôt, j'ai parlé de l'univers, du jeu dans le langage, etc. Mais une des choses auxquelles je suis très sensible, c'est le rythme, en fait. Donc, je travaille beaucoup dans mon travail à moi, dans mon travail de scène, même dans mon travail poétique, c'est toujours, dans mon travail littéraire, pour moi, le rythme a une place très, très importante dans mon propre travail. Donc, ce qui fait que quand je finis par traduire un ouvrage,
l'oralité est très importante. Et je pense que ça, dès la première lecture, pour moi, quand j'avais lu The Pump, pour moi, il y avait quelque chose déjà dans le rythme qui était établi à travers chacune des nouvelles, dans le détail ou plus structurellement, en fait, comment est-ce que le tout est composé. Et pour moi, il y a quelque chose je l'entends, en fait, avant de le traduire. Il faut que je l'entende comme une performance presque. D'ailleurs, quand je fais mes lectures, une fois que j'ai complété la première ou la deuxième version de la traduction, moi, je relis le tout à haute voix. Et ça aussi, je relis le tout à haute voix. Et ça aussi, c'est un jeu qui est intéressant parce que parfois, parfois je change des choses dans les phrases. Je déplace les virgules ou je rends les phrases plus courtes ou plus longues, tout juste pour pouvoir, en fait. Je ne sais pas trop comment le décrire. Pour moi, il y a une essence du rythme. C'est pas le rythme, mais il y a une essence du rythme. Donc, quand je le traduis ou je le transforme dans une autre langue, ce rythme ne peut pas être le même. Donc, dans la version anglaise, il peut y avoir une phrase qui est très, 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 très longue, qui fonctionne en anglais, mais en français, qui ne fonctionnerait pas. Donc là, j'ai la réflexion de, mais comment est-ce que je fais pour trouver l'essence de ce rythme dans la langue? Donc, dans ce cas-ci, dans la langue française. Et pour moi, c'est tout à fait lié à ma pratique de scène. Je pense que c'est vraiment l'oralité, le spoken word. Donc pour moi, il y a une traduction qui se fait aussi. C'est pas uniquement une traduction linguistique, dans ce cas-ci, de l'anglais au français, mais c'est une traduction qui se intermédiatique aussi, tu sais, parce que pour moi, il y a une traduction du texte sur papier qui moi, j'entends dans ma tête comme une performance, qui ensuite redevient sur papier, qu'il faut que par la suite, il faut que je le réentende comme une performance. Et de là, j'arrive à honorer l'esprit du texte. Donc, il y a la partie de l'oralité, en particulier de mon travail de scène, qui est très important pour moi dans la traduction littéraire. Et aussi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de queer là-dedans, tu sais, dans cette approche un peu, tu sais, rien n'est vraiment linéaire dans ce sens-là, tu sais, et pour moi, il y a aussi quelque chose qui en revient un peu à une manière de faire queer, tu sais, qui n'est pas toujours structurée, qui est parfois décomposée, donc qui passe à travers différentes formes d'art, d'un objet littéraire qui est le livre, et qui passe à travers différentes formes d'art et différentes formes, et au final va finir dans un autre objet littéraire qui est le livre dans une autre langue. Et pour moi, il y a quelque chose aussi de queer, rien que dans la nature de ce travail. Et c'est sûr que ma pratique multidisciplinaire influence beaucoup comment est-ce que j'approche la traduction. Intéressant. Une dernière question pour vous deux. So one last question for the both of you. What are you working on right now? Donc, sur quoi vous travaillez en ce moment? So I have a novel coming out on May 7th with Invisible called Bird Suit. It is another book in the Southern Ontario Gothic tradition, but this one is mythological Gothic plus religious Gothic in that space. And it is a full-fledged novel. It is wild, wild, wild from start to finish. And I am so incredibly excited for people to read it, hopefully in many languages. That would be fun. And then I have a personal essay collection that's part memoir, part cultural criticism, called Bad Kids, coming out next year. So I am currently in the midst of working on that. Beautiful. Et Kama? Moi, je suis sorti en période de pause en ce moment. En fait, ça a été une grosse période de travail, de production pour les 3 dernières années, je dirais. Et là, je suis beaucoup plus dans le moment où je suis en train de laisser tomber la poussière, après tout ça, voir un peu où est-ce que je veux m'en aller. Mais j'ai quand même du travail qui circule au cours de la prochaine année, surtout dans ma pratique en art visuel. En fait, j'ai une nouvelle expo multidisciplinaire que j'avais présentée la première fois à Montréal en mars 2023.
qui va se mettre à tourner à partir de l'automne 2024. En anglais, c'était Who Sings the Queer Island Body. En français, c'est Rituel du corps, île, poésie du corps queer. Donc, c'est une expo avec de la photographie, des installations avec du textile, des installations vidéo, des univers multilingues, sonores, qui font le lien. Est-ce que ça va venir à Ottawa? J'ai pas encore une date à Ottawa, mais j'ai une autre expo à Ottawa, au Koch Mason Gallery, du mois d'août jusqu'à l'automne. Et ça, c'est une série de textiles, d'œuvres textiles, avec un groupe d'artistes trans que je présente à partir du mois d'août à Ottawa. Ou sinon, le gros projet qui s'en vient en 2024, donc moi, je suis vraiment en retour en salle. Je présente mon premier spectacle, mon premier solo en français, qui s'appelle Mon corps et le Kala Pani. Et ça, la première, c'est prévu à la Maison des Arts littéraires de Gatineau les 18 et 19 octobre 2024. Okay. Donc là, moi, à partir du printemps, je suis de retour en répétition avec mon équipe et on travaille là-dessus. Donc, c'est un peu ça les projets qui s'en viennent. Excellent. Donc, un immense merci à toi, Kama, à toi, Sydney, de vous être prêté au jeu de cette entrevue. Thank you, Sydney, for being here for this discussion today. Donc, je vous rappelle que Le Marais, la traduction de The Pump de Sydney Hegele, traduction de Kamala Mackerel, va sortir en librairie le 6 mars. Il est tout beau, on l'attend avec impatience. Je reconnais encore une fois pour les éditions L'Interligne le support du Conseil des arts du Canada et de son programme de traduction, donc autant pour la collection Vertige Traduction que pour la discussion que vous avez entendue aujourd'hui. Et je vous invite à découvrir l'autre titre de notre saison littéraire 23-24 de la collection Vertige Traduction, une traduction du roman The Most Precious Substance in the World de Shashi Bahat, dont la traduction française de Plâtre et de Platine est signée Myriam Legault-Beauregard. C'est disponible en librairie depuis le 7 février dernier. Et Le Marais de Sydney Hegele, traduction de Kamala Mackerel dès le 6 mars. Merci beaucoup. Au revoir.